c'est quoi le gluten? Mais tu peux manger ça, c'est du pain aux céréales. Ah ouais, même la bière, tu peux pas? Oh, ça va, c'est juste un gâteau. Bienvenue dans le Gloomy Club. Le Gloomy Club est un podcast et bien plus encore dédié au sans gluten, pour les intolérants et hypersensibles au gluten, mais également pour toutes les personnes curieuses qui souhaitent en savoir plus sur cette alimentation. Dans ce club, tu trouveras des échanges, des partages d'expériences et des patients qui ont entrepris sur le marché du sans gluten. J'espère te faire découvrir des marques, des personnes, des parcours qui te permettront de te sentir moins seul ou d'en apprendre plus sur ce domaine. Je suis heureuse de vous retrouver pour une deuxième saison du Gloomy Club. Pour cette seconde saison, je vais vous emmener découvrir de nouveaux parcours de vie et des personnes qui ont décidé d'entreprendre sur le marché du sans gluten. D'ailleurs, aujourd'hui, je vous emmène découvrir Lichou, et plus précisément le parcours de Mathilde Courant, la fondatrice de Lichou. Lichou est une boutique en ligne de cookies et gâteaux gourmands fabriqués maison et avec cœur à Angers. Il faut savoir qu'en breton, Lichou veut dire gourmand, et je vous assure que les produits proposés par Mathilde sont extrêmement succulents. Mathilde est allergique au blé et à la fécule de pomme de terre. Si vous consommez des produits sans gluten, vous savez que la fécule de pomme de terre est très présente dans les produits dits industriels. Après des études et un début de vie active en hôtellerie à Paris, Mathilde revient dans sa ville d'enfance, Angers, pendant le confinement. Elle se rend compte que l'offre de produits sans gluten est peu, voire inexistante, et se décide à créer les produits elle-même et les proposer dans les cafés et restaurants. À ce jour, Mathilde distribue 4 boutiques sur Angers et un restaurant sur Paris dans le 11e arrondissement. Je vous laisse découvrir notre discussion et vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Mathilde. Merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. Tu es allergique au blé et à la fécule de pomme de terre, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Tu as fait des études en hôtellerie. Tu as travaillé aussi au départ dans l'hôtellerie et après le confinement, donc tu as créé Lichou. C'est bien ça? C'est ça. Tu peux nous parler un peu du diagnostic de l'allergie au blé et à la fécule de pomme de terre? Oui, alors tout a commencé lorsque j'étais en études d'hôtellerie, donc au lycée hôtelier du Touquet Paris-Plage. J'ai eu une période, alors depuis petite, je faisais pas mal d'eczéma. J'avais pas mal de réactions, donc je me suis pas alarmée tout de suite. Mais sur une période, j'ai été pendant plusieurs semaines avec vraiment des réactions type des plaques sur le visage, de l'eczéma sur les paupières. Enfin vraiment, voilà, les lèvres gercées en permanence. Donc à ce moment-là, je me suis mise à changer des petites choses dans mon quotidien, à faire hyper attention aux produits que j'utilisais, aux lessives, aux savons, shampoings les plus neutres. Et rien n'y faisait, voilà, il n'y avait aucun changement. Donc en revenant sur ma ville d'origine Angers pendant les vacances, je me suis décidée à faire un test chez l'allergologue qui a vraiment tout repris, un gros test sur l'alimentaire et d'autres choses. Et donc, il s'est révélé que j'avais surtout, alors avec d'autres petites allergies alimentaires, mais on ne va pas en parler là, sinon on en a pour la journée. Mais ce qui ressortait principalement, c'était du coup l'allergie au blé et à la fécule de pomme de terre. Donc, c'est vraiment, je pense, très rare d'avoir ce combo très, très chiant, on peut se le dire. Mais donc voilà, donc du coup, à partir de ce jour-là, ça a tout changé au niveau de mes habitudes alimentaires, évidemment. Donc, j'ai dû réapprendre à faire avec. Toi, tu ne manges pas de gluten. Voilà, ouais. Alors moi, c'est vraiment... c'est vrai que comme on ne parle pas d'intolérance au gluten, on parle vraiment du blé. Mais comme le gluten est une protéine présente dans le blé, enfin, en fait, au final, j'ai pas cherché à comprendre plus chimiquement en parlant que ça. Je me suis juste dit, je vais éliminer tout le gluten dans mon alimentation. Comme ça, je suis sûre de ne pas avoir de problème. Et en effet, dès que j'ai arrêté les pommes de terre et du coup le blé, dès qu'on m'a appris l'allergie, en quelques jours, j'avais plus rien. Ça a été instantané. C'est ça. Dans les autres épisodes du podcast, on parle de du coup changement alimentaire, on mange des produits du coup sans gluten. Mais ce qui m'a fait réfléchir, c'est que du coup dans les produits sans gluten, il y a beaucoup de fécule de pommes de terre du coup. Ouais, et ça, c'est vrai que on relève pas forcément cette chose-là quand on n'est pas concerné par le souci. Mais c'est vrai que la fécule de pomme de terre remplace très bien, je pense, l'effet
élasticité et tout ça qu'on peut trouver dans le gluten, donc qui est très utilisé surtout par les industriels. Et donc, en fait, je me suis retrouvée confrontée à double frustration. Par moment, je voulais acheter, et encore aujourd'hui, et même si c'est plus rare, mais quand je vais acheter un produit sans gluten, il y a très souvent de la fécule. Donc, en effet, ça a été double peine un peu pour moi, mais au final, c'est ce qui m'a permis moi qui n'étais pas du tout dans la pâtisserie ou la cuisine, de faire par moi-même pour être, pour trouver ce que je trouvais pas. Et voilà, ça m'a permis en effet, de faire mes propres recettes. Toi qui es dans un cursus, une vie professionnelle dans l'hôtellerie, quels ont été justement les impacts de cette découverte de l'allergie? Au final, dans ma vie professionnelle et sociale, je dirais que ça n'a pas eu un si gros impact. Enfin, ça a été, je veux dire, je me suis pas retrouvée coupée en mode je peux plus sortir avec plus personne, ça va être compliqué. Je continuais à aller au restaurant ou à sortir, à aller chez des amis. Bon, évidemment, on me demandait qu'est-ce que tu peux manger, qu'est-ce que tu peux plus. Enfin voilà, c'était un petit peu plus particulier, mais un peu plus pénible. Mais dans l'ensemble, ça n'a pas été une grosse contrainte. C'est surtout dans ma vie, je dirais, perso, plus confrontée à faire mes courses ou mes repas, ou quand je passais devant une boulangerie ou des choses comme ça. C'est plutôt là où j'ai trouvé ça compliqué de ne pas pouvoir se faire plaisir à toute heure ou à tout moment comme on veut. C'est toujours réfléchir en amont et se dire qu'est-ce que je vais pouvoir manger, où aller, quoi acheter pour me faire plaisir, et c'est plus aussi instantané. Mais dans ma vie sociale et professionnelle, j'ai pas été si impactée. Ça a été au final. Ouais. Tu vois, par exemple, maladie cœliaque, donc on enlève tout le gluten de l'alimentation et on évite grandement les écarts pour pas avoir d'impact après. L'hypersensibilité au gluten, on peut manger du gluten, même si on sait qu'il va y avoir des symptômes gastro ou autres. Mais toi, du coup, si tu manges du blé, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Que c'est un œdème de coin? Qu'est-ce qui arrive justement pour toi? Alors non, du coup, en effet, j'ai aucune réaction qui met en jeu ma vie ou Ouais, c'est ça. je sais qu'il y a des réactions qui peuvent être très fortes. Et donc du coup, moi, petite anecdote, j'ai fait un écart depuis quasiment 10 ans que je ne mange plus de gluten. Du coup, c'est toujours celui que je raconte, mais il m'a un peu marqué, même si c'était pas très grave. J'ai été au Portugal et en fait, j'ai craqué sur un petit, mais vraiment un format mini des pastéis de nata, c'est ça, les Oui, c'est petits ça. flancs là, Oui. évidemment que tout le monde connaît au Portugal. Et en fait, c'était apparemment, c'était vraiment le meilleur ou dans les meilleurs de toute la ville, tout le monde. Enfin voilà, et c'était vraiment un format mini. Et je me suis dit, bon allez, je suis au Portugal, C'est ça. c'est pas Profite. grave si je fais une réaction. Enfin, je savais que c'était surtout une réaction cutanée que j'allais avoir. Et je me suis dit, allez, tant pis, je tente. C'était vraiment 2 petites bouchées. Et donc, je l'ai mangé. Donc, voilà, j'étais trop contente. Et peut-être deux bonnes heures après, mes lèvres commençaient à gonfler et ça me démangeait. Pareil, les yeux qui devenaient rouges à me frotter. Bon, ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas plus de réaction, mais quand même. Et en fait, sur le moment, je ne sais pas pourquoi, je me demandais d'où ça venait. J'avais oublié que c'était déjà t'avais zappé. occulté cette Exactement. expérience. À aucun moment, je me suis dit tout de suite, bah oui, bien sûr, j'ai mangé. Et en fait, c'est au bout de plusieurs minutes, je me suis dit, mais pourquoi je commence à réagir comme ça? Et en fait, en effet, j'avais mangé ça 2 heures avant, alors que c'était un gros écart pour moi. Au final, je l'avais vite oublié. Mais donc, du coup, pendant 2 jours environ, j'ai été un petit peu embêtée avec des paupières gonflées, un peu d'eczéma. Mais voilà, c'est le genre d'écart qui me prouve que ça met pas en jeu ma vie, mais ça peut être très contraignant esthétiquement parlant. Ouais, même pour ton confort, l'idée c'est tu vois, quand t'es en vacances, t'as envie de profiter et te dire: «Ouh là, si je fais un écart et que je me retrouve aux urgences parce qu'il y a un problème, on va éviter». Exactement, voilà. Surtout quand tu parles pas la langue, tu dis: «Bon». Ouais, non, C'est ça. doublement complexe là, comme situation à gérer. C'est ça. Mais je t'avoue que les pastéis des natas, ça va être très, très bon, donc je comprends cet écart. Ouais. Et donc toi, tu as créé Lichou, pendant le confinement, c'est bien ça? Oui. Est-ce que tu peux Enfin, du coup nous l'idée a expliquer? germé, on va dire, Ouais. pendant le confinement. Je me suis mise, voilà, à faire mes recettes. J'avais plus de temps, donc je me suis mise à faire mes gâteaux, à perfectionner mes recettes. Et puis après, j'ai eu dans l'idée de me dire, pourquoi pas. Donc en fait, j'avais vécu un peu à Paris pour mes études et pour mon début de vie professionnelle, et je suis revenue sur Angers.
Et c'est en revenant sur Angers que je me suis aperçue qu'il y avait vraiment pas grand-chose, quasiment rien en sans gluten. Et donc, c'est là où j'ai fait le lien entre mon côté un petit peu restauration, hôtellerie que j'avais eu en études, mon envie d'entreprendre, mon plaisir à au final faire des gâteaux, des choses simples sans gluten et gourmandes qui puissent plaire au plus grand nombre. Et puis, c'est là où voilà, le lien s'est fait et en me disant il manque d'une offre sur Angers. Donc, c'est là où je me suis dit, pourquoi pas, voilà, après le confinement, une fois qu'on est sorti de tout ça, débuter quelque chose et voir ce que ça donne. Donc vraiment, le début du projet, c'était toi, tu crées tes cookies, tes gâteaux, et tu Oui. les vends sur le site internet. Voilà, alors au début, voilà, j'avais pas forcément, je m'étais dit, je savais que j'allais pas ouvrir d'emblée une boutique, je savais que ça allait être me faire connaître surtout via les réseaux et ensuite vendre en ligne, voilà, je voulais surtout toucher quand même la ville d'Angers et les Angevins en priorité. Donc c'est vrai que je me suis dit, j'avais surtout en tête des points de revente, des boutiques partenaires pour qu'on puisse trouver mes gâteaux dans des cafés, des salons de thé, des épiceries, concept stores, pour que ça prenne comme ça et ensuite voir. Mais voilà, la vente en ligne, ça me permet ça permettait un complément, mais c'était pas l'idée première. C'était surtout d'être présente sur le marché angevin sans avoir de boutique à proprement parler. Comment toi, ça s'est passé? Tu as été démarché justement des restaurateurs, des cafés? Ouais, voilà, en fait, pendant que je montais un petit peu le projet, j'ai commencé à envoyer des mails, à me rapprocher des premiers commerces sur Angers qui me semblaient les plus percutants, en fait, par rapport à ce que je proposais. Donc, je suis allée faire goûter, me présenter. Et puis, il y en a voilà, qui étaient intéressés, d'autres pourquoi pas, d'autres oui d'emblée. Et puis, ça a pris comme ça. Et au final, c'est des boutiques donc, qui, dès le début, m'ont commandé. Et depuis, je les livre toujours chaque semaine régulièrement. Donc, les Angevins qui ne me connaissent pas peuvent me découvrir par hasard là-bas, peuvent découvrir ce que je fais en tout cas dans ces boutiques. Et d'autres savent ou ceux qui me connaissent ou qui connaissent mes gâteaux, savent dans quelle adresse aller du coup pour trouver. Et ce qui est sympa, c'est que j'ai vu l'évolution là en 6 mois, des volumes qui augmentent au fur et à mesure. Et les gens qui, maintenant, voilà, qui sont habitués, qui savent où trouver mes gâteaux. Donc, c'est sympa de voir que, voilà, aujourd'hui, je livre 2 fois par semaine sur Angers. Donc, c'est sympa. Super. Et du coup, il y a d'autres villes où tu livres? Alors, en fait, je livre dans toute la France métropolitaine. Mes astuces d'emballage et tout ça, logistiquement, il y a des petites choses à revoir, mais à force d'envoyer, c'est de mieux en mieux. Ouais. Comment ça se passe justement pour la logistique? Eh ben, tout simplement, j'ai un site, j'ai créé mon site en fait. Alors en informatique, je suis vraiment pas une flèche, mais j'ai réussi avec aujourd'hui, il existe des plateformes assez simples. Là, Ouais. j'utilise Wix, qui est quand même très connu. Et au final, c'est hyper intuitif. J'ai créé mon site, il propose une partie e-shop. Et donc, voilà, je mets juste mes articles en ligne. Et puis après, ça se fait tout seul en quelques heures. Le site, il est fait. Et en fait, dès que j'ai une commande, voilà, je reçois une notification et c'est tout. En fait, j'ai les coordonnées du client, tous les détails de la commande et voilà. Après, moi, je gère derrière pour l'envoi. Oui, C'est c'est ça. vraiment C'est toi simple. qui t'occupes de faire les colis et de tout Oui, envoyer. bien sûr. Oui, Donc, tu es toute seule dans l'équipe à t'occuper de tout. voilà. Je constitue mon équipe à moi toute C'est seule. ça. Et du coup, il y a combien de boutiques en tout qui vendent du lichou? Alors, à ce jour, il y a 4 boutiques sur Angers. Donc, il y a en gros, c'est café, salon de thé et épicerie. Et puis, il y a un restaurant sur Paris, dans le 11e arrondissement, la Conserverie Paysanne, qui a ouvert il y a quelques mois seulement. Pareil, qui du coup me commande et donc j'envoie un gros colis chaque semaine Trop pour chouette. être à la carte en fait des desserts de ce restaurant chaque jour. Trop bien. Donc, c'est beaucoup de travail pour une seule personne. Oui, ça fait pas mal de travail, mais j'ai même pas l'impression au final de Oui. travailler. C'est vraiment, ça peut paraître un peu cliché, mais c'est un plaisir vraiment. Chaque jour est différent et comme c'est un projet qui est vraiment hyper personnel, mais en même temps, d'avoir les bons retours en permanent des clients qui trouvent ou des personnes qui goûtent qui trouvent ça bon et
qui peuvent remercier, tout ça. Donc c'est au final tellement... Ouais, non, ça fait plaisir et j'ai pas l'impression de travailler. Ouais, c'est ça. J'ai vu aussi sur le site internet que tu proposais des produits sans lactose. Donc, tu es ouvert aux autres allergènes. Oui, en fait, à la base, je n'avais pas forcément réfléchi aux autres allergènes, mais c'est vrai que j'avais pas mal de demandes de plus en plus régulières sur le sans lactose. Donc, je me suis dit pourquoi pas faire un cookie qui est un peu mon produit phare, on va dire, proposer une option sans lactose, donc qui m'est demandé de temps en temps. Après, de là, me dire que je vais m'ouvrir aux autres, non pas que je m'en fiche entre guillemets des autres allergies et tout ça. Je sais que chacun a ses problématiques, mais j'ai envie surtout de me concentrer sur le sans gluten qui est déjà assez compliqué et de faire des bonnes recettes qui plaisent au plus grand nombre, vraiment sans gluten. Et pour le reste, je pense que vraiment, c'est pas dans les projets, mais je compte pas m'ouvrir pour l'instant à d'autres allergènes. Là, voilà, je préfère rester et pas m'éparpiller et rester sur du sans gluten qui n'en est pas l'air. Voilà, C'est ça. c'est un peu le mot d'ordre. Et justement, je me posais la question de quelles sont un peu les différentes étapes pour créer son e-shop. Je sais que quand on s'est eu au téléphone, tu m'as dit que justement, tu avais ta propre cuisine. Est-ce que tu vois, il y a des règles, enfin, il y a une réglementation à avoir pour vendre des produits sans gluten, par exemple, quand on part de zéro? Oui, alors la réglementation, au final, elle est assez simplifiée. Enfin, elle n'est pas si compliquée que ce qu'on pourrait le penser. En fait, à partir du moment où on souhaite se lancer dans le commerce de quelque chose d'alimentaire, peu importe que ce soit du sucré ou du salé, et qu'on fabrique, il faut absolument suivre une formation HACCP qui peut être faite en ligne, qui dure voilà, quelques jours. C'est assez rapide et voilà, assez simple au final. Et puis ensuite, oui, il faut suivre des règles d'hygiène assez basiques, mais moi, en fait, la différence, il faut diviser deux types en pâtisserie de fabrication. Il y a ce qu'on appelle la fabrication de pâtisserie sèche, des gâteaux de voyage, c'est ce que je fais. Et vraiment la pâtisserie pure avec vraiment des crèmes, des entremets, des choses comme ça, où là, il y a vraiment une chaîne du froid à respecter, vraiment des exigences au niveau de l'hygiène qui sont beaucoup plus strictes. Et donc là, en effet, il faut avoir un CAP pâtisserie au minimum, il faut être diplômé et ça demande vraiment plus de rigueur. Non pas que faut pas de rigueur autrement, mais là, c'est vraiment ça peut être vraiment dangereux plus facilement. Donc moi, pour tout ce qui est gâteau sec, voilà, j'ai la chance d'avoir du coup un local, on y viendra peut-être tout à l'heure, mais vraiment à part où je fais toutes mes fabrications. Donc j'ai du matériel vraiment professionnel et tout a été du coup conçu pour ce type de fabrication. Donc il n'y a pas de risque, mais c'est tout. Ouais. Là, tu fais la bonne transition parce que justement, j'allais te dire comment tu passes de je fais des gâteaux chez moi à là, il faut une cuisine professionnelle et je me lance. Alors, au final, au lancement de l'e-chou, donc voilà, j'étais chez moi, donc avec les contraintes qui peuvent exister, le manque de place, d'espace, la contrainte de ma vie perso, mais enfin voilà, ça devenait assez compliqué. Et au niveau des volumes de production, heureusement, j'ai été vite sollicitée pour faire de plus en plus de volume avec les boutiques que je livrais chaque semaine. Donc, du coup, je me suis vite rendu compte qu'au niveau de l'espace et de l'organisation, ça allait être compliqué. Et j'ai la chance d'avoir ma famille qui a acheté un local, au final, pas très loin de chez moi. Et donc, on a entrepris des travaux dans une partie de ce local. On a fait une petite pièce vraiment à part où, voilà, nous, c'était cet été. On a fait une grosse partie des travaux nous-mêmes. Et donc, du coup, ça tombait très bien parce il était grand temps que j'ai un local vraiment à part et au moins en termes d'hygiène, de contamination croisée, il n'y avait aucun risque d'espace, de rangement, et enfin voilà, c'était vraiment beaucoup plus simple. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment un laboratoire à part qui sert 100% à faire les gâteaux pour l'ichou et c'est très bien comme ça. Ouais, c'est sûr parce que au bout d'un moment, je pense, comme tu disais tout à l'heure, avec le volume, après, c'est ton appartement qui devient l'usine c'est l'ichou. juste impossible. Oui, en effet. C'est en termes de rangement, de place pour faire, puis même pour cuire. Enfin, il faut investir à un moment donné dans du matériel qui prend un peu plus de place aussi.
Parce que le four ménager, c'est bien beau, mais enfourner 8 cookies par 8 cookies, ça va pas très bien loin. Donc, ou à moins qu'on ait toutes ces nuits à y consacrer, C'est mais ça. c'est pas le but. Donc là, ouais, non, d'un moment, faut du matériel plus gros, plus professionnel et puis plus d'espace et même en termes de, justement, d'hygiène et de respect de toutes ces choses-là, sanitairement parlant, c'est beaucoup plus sûr. Ouais. Et justement, comment ça s'est passé, toi? Parce que, quand on avait échangé, tu m'avais dit que, tu avais toujours ton activité dans l'hôtellerie et le soir, justement, tu travaillais sur ton business plan et justement le développement de Lichou. Oui. Est-ce que justement, il faut une base, financière justement pour se lancer, pour acheter le matériel pro, parce que ça se fait pas comme ça? Alors ça, au final, ça dépend de plusieurs choses. Déjà en fait, ça dépend comment dire, du projet, comment on Mmh. l'envisage pour le début. Est-ce qu'on se dit, bah voilà, dès le début, je vais investir dans un local hyper bien équipé, ou alors même pourquoi pas une boutique. Et donc là, Mmh. évidemment, la demande d'apport Mmh. financier est beaucoup plus importante. Donc là, il faut prévoir soit on a un apport personnel ou on s'autofinance si on peut, et tant mieux. Et on démarre comme ça. Ou alors on va voir son banquier, ou alors on fait une demande de cagnotte comme il existe Mmh. maintenant, ou enfin voilà, d'apport de personnes voilà, extérieures. C'est Il y ça, a ouais. plein de solutions. Moi, c'est vrai que j'ai souhaité démarrer petit pour grossir et voir comment ça prenait. Donc, c'est vrai qu'au final, moi, j'ai pas eu besoin d'aller voir des entreprises, des banques ou quoi que ce soit. J'ai pas fait à ce jour d'emprunt ou quoi. Mmh. Donc, pour l'instant, j'ai pris voilà, mes petites économies que j'ai mises quasiment en totalité dans ce projet et pour voir comment ça prenait. Après, c'est vrai que pour grossir, au final, à un moment donné, on n'a pas tellement le choix. Il faut cette prise de risque et si on veut investir, il faut quand même voilà, plus d'argent, donc un apport plus important. Et donc là, je serais certainement amenée dans les mois à venir, en effet, à faire une demande. Mais pour le début, en tout cas, c'est vraiment une décision personnelle Mmh. et et même en partant petit, peut-être que certains vont avoir aussi besoin, sans forcément faire d'énormes investissements, de faire quand même un prêt ou Ouais, c'est ça. faire une demande de cagnotte, enfin, en tout cas avoir l'aide d'une cagnotte, ça dépend. Mais voilà, c'est vraiment chacun imagine comme il veut son projet et il ne faut pas tout de suite s'imaginer qu'il faut des milliers et des milliers d'euros pour démarrer. C'est ça. Si on est patient, ça peut venir, à force de persévérer, ça peut prendre assez rapidement. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi, le lancement? Est-ce que tu avais déjà une communauté et du coup, tu as pu faire la promo de ce que tu lançais? Comment ça s'est passé? Eh ben, pas du tout. J'avais juste, en parlant d'Instagram, parce que c'est souvent ce qui revient, enfin Ouais, moi en c'est tout ça. cas, c'est sur Instagram que je suis la plus active, on va dire. J'avais juste un compte personnel, mais vraiment avec mes amis les plus proches, enfin, j'avais rien du tout de particulier. Et du jour au lendemain, un peu, j'ai lancé le compte Lichou. C'était quelques jours, quelques semaines avant de démarrer vraiment avec mon site et mes ventes officielles. Et donc, je commençais un petit peu à faire du teasing, on va dire, à mettre en Mmh. avant mes photos, mes gâteaux, mes cookies, etc. Donc, au début, c'était surtout mon entourage proche et mes amis qui suivaient le compte. Et puis, au fur et à mesure, à force d'être présente sur Angers, sur des petits événements, d'être hyper active, de suivre et de suivre des comptes de la ville d'Angers et tout ça, ça a pris. Et bon, sans être pour le moment un compte voilà non Mmh. plus hyper gros et important, mais en tout cas pour l'instant au niveau d'Angers, je suis contente. Mais c'est vrai que non, je suis partie mais vraiment de zéro. J'ai créé le compte du jour au lendemain et voilà, ça s'est fait comme ça. Trop chouette. En tout cas, les photos donnent très envie sur le compte Insta, donc ça Merci, aide beaucoup. j'essaie. Mais tu vois, c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que, tu vois, tu lances ton activité, bah, ça va être toute la partie administrative, la compta, la création, la cuisine, la communication, enfin, Oui. c'est tellement de casquettes à la fois pour créer son projet qu'il faut en avoir conscience, du coup. Tout à fait. Mais c'est ce qui aussi, après ça dépend, chacun, voilà, on n'aime pas forcément tout ce qu'on fait, on a chacun nos préférences Mmh. pour tel ou tel domaine. Mais moi personnellement, c'est ce qui m'anime et c'est ce qui me plaît depuis que j'ai commencé avec Lichou. C'est vraiment cette multicasquette, comme tu dis, qui est hyper intéressante parce que tous les jours, il y a plein de choses différentes à faire Mmh. et je m'ennuie pas du tout.
Trop bien. Et donc toi, quelles sont un peu les difficultés auxquelles tu as dû faire face justement pour la création de Lichou? Est-ce qu'il y a des choses où tu t'es sentie justement un peu en manque de formation ou pas justement avec toutes ces casquettes? Au final, sans dire pour autant que tout a été hyper facile et que ça se fait en un claquement de doigts, je dirais pas jusque-là. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que j'ai pas eu de soucis majeurs. Ça a été plutôt fluide dans la construction, surtout que je suis partie, là je suis encore à ce jour en auto-entrepreneur, donc c'est assez simple au niveau de l'administratif, faut se le dire, Ouais. c'est aussi le but. Non, je dirais que comment dire, ma contrainte principale a été que, comme je le disais, en partant de zéro et en n'étant pas du tout connue, le plus dur, c'est vraiment de l'énergie à dévouer pour se faire connaître. En fait, tant qu'on n'a pas une boutique et tant qu'on n'est pas physiquement présent dans une ville, les commandes et les gens ne nous connaissent pas par hasard, ça ne tombe pas dessus. Et c'est là où il faut mettre vraiment beaucoup d'énergie pour être présente sur les événements, sur la communication, aller démarcher, aller physiquement voir les commerçants et voir voilà, l'ensemble des acteurs un petit peu qui peuvent avoir un rôle à jouer en tout cas sur la ville à échelle locale. Et c'est ça, je trouve, qui demande vraiment beaucoup de persévérance et de temps et d'énergie pour vraiment se faire connaître. Parce que ça tombe pas tout seul. En tout cas, tant qu'on n'a pas de boutique, c'est bien beau d'avoir une page C'est ça. Instagram avec des belles photos, mais à part quelques likes ou des gens qui vont dire c'est beau, ça fait envie, et 2-3 commandes, ça peut pas suffire pour en vivre. Donc, Ouais. faut vraiment mettre beaucoup de temps et de travail sur cette partie-là, de se faire connaître sur le réseau. Ouais. Et justement, dernièrement, là, tu as fait les marchés de Noël Oui. autour d'Angers. Est-ce que toi, justement, ces événements-là, ça te permet justement est-ce que ça te permet d'avoir une nouvelle clientèle, mais ça te permet aussi de rencontrer des personnes qui déjà consomment Lichou et du coup, tu peux rencontrer en physique, ce que tu peux pas faire quand tu as pas justement de petits cafés ou petits restos? Ouais, et c'est exactement ça. Ça permet de me faire connaître, de rencontrer des personnes qui avaient entendu parler de Lichou et qui disaient d'accord, je vois ce que vous faites, j'ai déjà vu dans un café ou autre. Et puis de voir des clients réguliers qui viennent me voir sur quasiment tous les marchés. Trop bien. Enfin voilà, donc c'est vrai que ça permet de faire tout ça à la fois et c'est super. Et moi, ça me permet aussi de pouvoir avoir des retours directs, en effet, positifs ou constructifs sur mes recettes, des idées de parfums, de goûts, de plein de choses. Et c'est hyper constructif et enrichissant. Et c'est vrai que ce contact avec les clients directement que je peux pas avoir évidemment avec ce commerce, cette boutique que je n'ai pas encore, c'est vraiment hyper sympa. Et ouais, donc c'est autant des personnes qui découvrent vraiment qu'on n'avait jamais entendu parler, comme des personnes habituées. Donc il y a vraiment de tout et c'est hyper sympa. Ouais. Et justement, quels sont un peu les prochains projets que tu veux pour Lichou? Parce que j'ai vu déjà que tu avais sorti un nouveau pain. Ouais, on peut commander un nouveau pain sur le site internet. Est-ce que c'est en termes de produits ou justement en termes de lieux, restaurants, cafés, autres? Ouais, alors là, le pain, en effet, c'était une demande que j'avais assez régulièrement, mais alors voilà, désolée d'en décevoir plusieurs qui au début pensaient que c'était moi qui le faisais. Pas encore, j'ai pas encore cette casquette de boulangère, entre guillemets, même si j'aimerais bien, mais là pour l'instant, je manque de temps pour vraiment faire une vraie recette de pain très bon, etc. Donc là, pour l'instant, c'est un petit boulanger tout près de chez moi qui fait du pain sans blé et que je trouve vraiment très bien. Donc voilà, c'était l'idée de le proposer à un plus grand nombre. Sinon, en effet, mon but, c'est de faire toujours plus de recettes. J'ai plein d'idées, de nouveaux parfums de cookies, mais aussi des nouveaux gâteaux, des cakes. Pourquoi pas partir sur une offre aussi salée, j'aimerais bien. Et puis toujours suivre en fonction des saisons et des fêtes dans l'année, des petites choses comme là pour Noël, j'ai fait des sablés de Noël. Pourquoi pas au fil des événements de l'année faire des éditions un petit peu limitées entre guillemets sur quelques produits. Et puis être présente sur plus de marchés, être présente plus physiquement en 2023 en tout cas pour cette deuxième année, on va dire, voilà, au devant être vraiment sur le terrain et pouvoir rencontrer plus souvent les consommateurs et les clients. Et ouais, donc faire plus de marchés, d'événements, des petits festivals, des choses comme ça. Et pourquoi pas une boutique, mais pour l'instant, voilà, c'est pas du tout
concret, donc je vais Oui, attendre un peu. c'est ça. D'abord les marchés, puis après on verra. Voilà. Est-ce que tu as des conseils à donner, justement à une personne qui se pose des questions de pourquoi pas lancer sa marque d'agroalimentaire et qui est pas du tout justement dans le milieu? Et ben, je dirais que le plus important, au final, c'est juste de croire et vraiment de faire les choses avec plaisir. Et c'est vraiment une grosse partie du, du travail, entre guillemets, déjà. Tant qu'on croit en son projet, qu'on en a envie et vraiment comment dire, qu'on est persévérant et patient, enfin voilà, tout ne peut pas arriver et se concrétiser du jour au lendemain. Faut juste voilà, prendre le temps de faire les choses, mais juste oser se lancer à un moment donné, C'est ça. que ça prenne ou pas. Mais j'ai envie de dire, tant qu'on croit à son projet et qu'on le fait avec passion, les gens de toute façon nous le disent et le ressentent. Et ça fait une grosse partie du job et les gens ont juste envie de faire partie un petit peu du projet avec nous C'est et de ça. nous encourager et puis et tout simplement d'aimer aussi ce qu'on peut faire. Ça fait vraiment partie. Donc, j'ai envie de dire que toute personne peut se lancer tant qu'elle croit en son projet et qu'elle a vraiment envie de le partager au plus grand nombre. Il faut juste oser se lancer. Trop chouette. C'est une belle mot de fin pour la deuxième partie Un du peu podcast. philosophique. On attaque la troisième partie, donc la gloomy party. Donc j'ai Oui. 3 petites questions pour toi. Donc à la base, c'est basé sur le sans gluten, mais toi, ça peut être vraiment sans blé ou sans fécule. De savoir justement c'est quoi ton plat préféré? Alors, hyper classique et naturellement sans gluten, mais depuis toute petite, je mange des galettes de sarrasin, donc qui Ah sont oui, évidemment naturellement à base de farine de sarrasin, donc sans gluten, que j'utilise d'ailleurs dans mes recettes. Et en fait, c'est vrai que c'est un plat tout simple, mais tellement réconfortant et tellement bon, oui, je je trouve, confirme. qu'on peut voilà, changer. Enfin, il y a tellement de possibilités en plus de garniture que donc, je trouve ça hyper sympa et ouais, j'en mange depuis toute petite et je fais moi-même mes galettes. Je pense que c'est vraiment la recette la plus simple du monde Oui, à faire, la plus rapide et voilà, c'est valeur mon plat sûre. préféré. Voilà. Ton compte Insta préféré, sans blé, sans gluten, sans fécule, comme tu le souhaites. Alors, en fait, bizarrement, j'ai pas vraiment de compte sans gluten que je Que tu suis suis, ouais. particulièrement en mode recette ou autre. Genre, j'en connais plein, j'en ai Mmh. suivi, puis je me suis désabonnée. Enfin voilà, je Ouais, c'est suis pas ça. forcément quelqu'un qui suit beaucoup de comptes comme ça. Mais si je peux donner un compte, c'est une adresse par la même occasion. Enfin, c'est Copain Paris, Ah oui. Mmh. qui sont voilà, une boulangerie que j'ai pu essayer il y a pas longtemps. Mais je dirais que c'est un compte que j'aime suivre par leur identité visuelle, leurs Mmh. photos et vraiment le parti pris qui est hyper canon. Ouais, C'est vraiment j'adore. un compte que j'ai plaisir à suivre par vraiment la beauté de leurs photos et par l'offre qu'ils peuvent proposer et j'adore. Alors par Ouais. contre, ce que je regrette, c'est qu'il y a une bonne partie des gâteaux que je peux manger, mais la fois où j'ai été déçue en allant dans cette adresse, c'est qu'évidemment tout ce qui concerne la partie viennoiserie, brioche, etc., c'est qu'il y a de la fécule. Mais bon, Ouais. ça évidemment, ça concerne que moi et ma double allergie qui est ultra rare. Donc, mais sinon, Mais ouais, c'est un compte vraiment très beau. message à passer, peut-être qu'ils vont ouvrir leur Peut-être. gamme, sans fécule, on va leur proposer. Ce serait super. Et du coup, ton restaurant préféré sans gluten, mais du coup, comme toi, c'est plus sans blé, peut-être que ça peut être une crêperie, peut-être? Non, même pas. Du coup, ça va être une pizzeria qui se trouve près de Bastille, à Paris. Du coup, Ouais. c'est le Quadrifoglio. OK. Euh, alors, je sais pas si tu connais, si Je connais beaucoup pas du tout. connaissent, mais c'est vraiment une pizzeria qui existe vraiment depuis plusieurs années. Moi, à chaque fois que je vais à Paris, c'est mon passage obligatoire. Et on est hyper bien accueillis, l'ambiance c'est top, avec vraiment l'accent italien comme il faut. Et ils proposent en fait des pâtes, des pizzas, des lasagnes, tout avec option sans gluten. Ah Euh, ouais. et leurs desserts aussi, qui sont juste incroyables. Il y a une vitrine dans le restaurant avec du coup les gros desserts bien gourmands à l'italienne comme on aime. Et donc tout est en option sans gluten. Et honnêtement, c'est vraiment super bon. Enfin, moi, j'adore. Vraiment, en pizzeria,
j'aurais pas d'autres adresses à conseiller. Donc Bah, voilà. c'est très bien parce que les pizzerias sans gluten, c'est quand même très compliqué Ouais, à trouver. ouais. Donc, je vais aller voir ça de plus près parce que ça m'intéresse. J'en ai déjà trouvé une, mais on est toujours OK pour tester des nouvelles pizzerias sans gluten. Ouais. Et là, ouais, non, là, vraiment, c'est top. Et autant les pizzas comme d'autres choses, comme les lasagnes ou les pâtes, c'est vraiment excellent. Ouais, trop chouette. Et bah super, bah merci beaucoup Mathilde pour avoir Merci répondu à aux toi, questions. Lorraine. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. Vous pouvez retrouver tous les liens sur le site gloomy-club.fr. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me suivre et à m'écrire sur Instagram. Abonnez-vous au Gloomy Club sur votre plateforme de podcast préférée. Afin de soutenir le podcast, laissez une note et un avis sur Apple Podcast. Cela permet de faire connaître le Gloomy Club. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye! Watching you fall, watching you fall, watching you